Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, je vais partager avec vous ma réflexion concernant le calcul d'un gain de capital, mais plus précisément l'exemption du gain de capital dans le contexte d'une résidence principale. D'abord, je vais partager avec vous ce qu'il ne faut pas faire. Ensuite, on va discuter des cas un peu très particuliers, puis peut-être aussi de l'évolution de l'historique de l'imposition du gain en capital au Canada. Donc, comme d'habitude, on va faire ça avec des schémas, des dessins. J'espère que ça va atteindre un maximum d'intéressés. Alors, sans tarder, donc allons-y. Alors, supposons que quelqu'un vous contacte pour vous dire regarde, moi j'ai vendu mon chalet. On va faire ça, c'est CH, c'est un chalet. Il va dire voilà, moi j'ai vendu mon chalet, je l'ai acheté à 400 000, je l'ai vendu à 700 000, je l'ai acheté en 2020, je l'ai vendu 2024. Puis il vous dit regarde, est-ce que c'est vrai que je vais payer le gain en capital de 700 000 moins 400 000 qui est égal à 300 000. C'est sûr que on paye juste l'impôt sur la moitié. Ben, qu'est-ce qu'il faut répondre à cette question? En tout cas, moi, je ne réponds pas tout de suite à la question parce que c'est une question piège. Pourquoi c'est une question piège? Parce que si vous répondez que oui, ben là peut-être il y a un problème parce que vous allez laisser de l'argent sur la table. Si vous répondez non, ben c'est pas vrai que c'est non parce que les calculs ils sont justes. Mais la question la plus pertinente, ça serait de dire est-ce que vous avez une autre résidence? Alors la personne elle va vous répondre peut-être oui, moi j'ai ma maison, ça c'est ma résidence principale. Ok, vous continuez de creuser, vous vous dites vous avez acheté la maison, il va vous dire ben, je l'ai acheté à 1 million. Il va vous dire je l'ai acheté à 1 million. Vous dites quand est-ce qu'il va vous dire 2010. Et là, vous dites est-ce que vous la vendez? Il va dire oui, je vends les deux. Là, je vends mon chalet et je vends la maison. Et la maison, vous l'avez vendue, il va vous dire la maison, je l'ai vendue à 1 400 000. Ok, mais elle, c'est ma résidence principale. Je vais la garder, je vais la désigner comme ma résidence principale. Alors, une fois rendu là, vous savez qu'il ne fallait pas répondre oui à la première question. Parce que tout de suite, vous voyez que la personne qui vous contacte, elle est en train de faire un cadeau à l'Agence de Revenus Canada et à l'Agence de Revenus Québec. Pourquoi? Donc là, c'est quelque chose qu'on va expliquer. Alors, moi, je le vois tout de suite, mais c'est sûr que j'ai fait aussi des calculs. Parce que la plus-value ici, là, ce qu'on gagne, c'est 400 000. Ok, là on le voit tout de suite. Sur, on va dire, 14 ans, mais la durée de possession, c'est 15 ans. Et on calcule ça, c'est 2020, 24 moins 2010, c'est toujours plus 1. Mais attention, là, ce plus 1, ça peut faire une ambiguïté parce que tantôt, je vais vous parler d'un autre plus 1. Mais pour l'instant, donc là, le monsieur ou la madame, il a possédé la maison pendant 15 ans. Okay. Alors, pour vous aider à voir plus clair puis à voir les calculs, je vais partager avec vous
un fichier Excel, mais je vais la mettre aussi en partage, donc je vais mettre un lien si jamais il y a quelqu'un qui veut l'utiliser. Alors, c'est ça le fichier Excel. Donc, c'est ça mon fichier Excel. Alors, j'ai essayé de mettre des valeurs, puis on va voir au fur et à mesure. Okay. Donc là, j'ai supposé que notre monsieur, notre madame, parce que l'exemption pour les gains en capital, c'est juste pour les particuliers, bien sûr. Alors là, supposons que le monsieur, donc, il a acheté sa maison à 1 million, il l'a vendue à 1 400 000, et il l'a acheté, on va dire, en 2010, puis il la vend en 2024. Je vous ai dit que le nombre de possessions, c'était 15. Dans le cas des chalets, supposons que notre monsieur, notre madame, il a acheté le chalet à 400 000, il l'a vendu à 700 000. Donc, il l'a gardé pendant 5 années. Donc, comment on compte les 5 années? Ça serait vraiment, il faut la compter sur les doigts de la main. Donc, il l'a eu en 2020, 21, 22, 23, 24. Ça fait 5 ans. C'est pour ça qu'on voit ici 5 ans. Mais vous voulez avoir une méthode de calcul, c'est 2024 moins 2020 plus 1. Alors, le gain calculé sur la disposition, sur la vente, si jamais je dis la disposition, je veux dire c'est la vente. Parfois aussi, je peux dire l'acquisition, c'est pour dire achat. Donc, le gain capital généré sur le chalet, c'est 300 000. Donc, on a généré un gain de 300 000 sur 5 ans. Pour la maison, on a généré un gain de 400 000 sur 15 ans. On remet ça au gain par année. La maison, il a gagné 26 000 $ par année. Le chalet, lui, il a gagné 60 000 par année. Donc, à première vue, c'est le chalet qu'il faut désigner comme résidence principale. Parce que, premièrement, la question que notre monsieur ou notre madame a posée, il y avait 2 erreurs. Donc, la première erreur, c'est ça. La deuxième, je vais vous la montrer sur le schéma et tablette. Okay. Donc, on retourne à notre schéma. Alors, le fait de dire que ça, c'est ma résidence principale, c'est pas juste. Parce que la résidence principale est un terme fiscal qu'on désigne après, à la vente. Parce que c'est ici qu'on peut désigner. Alors là, ici, on dit là, en 2024, on peut désigner le chalet comme résidence principale ou la maison comme résidence principale. Alors, je dis désigner le chalet si je suppose que le chalet n'a jamais été loué. Donc, si ça a été loué, ça peut poser un problème. Mais je suppose que le chalet n'a jamais été loué, puis la maison n'a jamais été louée. Donc, le fait de dire résidence principale, non, c'est pas désigner la résidence principale au départ à l'achat de la maison. Donc, ça, c'est une chose. Donc, pour récapituler, alors le fait qu'on avait acheté le chalet à 400 000 en 2020 et on l'a vendu à 700 000 en 2024 et acheté la maison à 1 million de dollars en 2010 et on l'a vendu à 1 400 000. Donc, d'après les calculs, c'est ça qu'on doit désigner comme résidence principale et non pas la maison. Donc, ça, c'est pour ça que il faut prendre le temps de répondre à la question est-ce que c'est vrai? Donc, dans ce cas, il fallait répondre que c'est pas vrai, même si les calculs sont justes. OK. Là, on va passer à un cas. Je vais rendre l'exemple un peu plus intéressant, plus compliqué. OK. Supposons que là, dans notre cas, oui, effectivement, le chalet va être vendu en 2024, mais notre monsieur, là, il préfère garder. Oui, il préfère garder la maison jusqu'à 2030.
est-ce que quand même on a le droit de désigner le chalet ou est-ce que ça pose un problème? En la réalité, ça pose pas de problème. Pourquoi ça pose pas de problème? Parce que rendu là, même si la maison n'est pas vendue, on peut faire une évaluation. Ok. Alors ça, on peut faire une évaluation de la maison, même si c'est pas vendu. Mais là, l'évaluation, ça doit être fait par un professionnel. En général, il y a des évaluateurs comme ça qui peuvent faire ça. Il y a aussi les courtiers qui peuvent le faire peut-être. Mais surtout, il ne faut pas évaluer la maison selon l'évaluation municipale. Parce que ça ne reflète pas la valeur de l'immeuble, la valeur de la maison. Il faut vraiment évaluer à la date par un professionnel. Et puis, c'est sûr que ici, il y a je dirais, un intérêt opposé parce que le particulier, lui, ici, le particulier a intérêt à évaluer la maison, dans ce cas-là, dans ce présent cas, la moins chère possible. Par contre, l'Agence de Revenu Canada ou Revenu Québec, aux autres, c'est le contraire. Aux autres, ils ont intérêt à évaluer la maison la plus chère, on va dire, la plus chère possible. Pourquoi? Parce que après, ici, la valeur qui va être générée après, ça va être exempté, donc ça ne pose pas de problème pour le particulier. Si ça va être la résidence principale, donc exempté 0. Parce que ici, la plus-value, là, ça va être exempté parce que notre monsieur, notre madame, il va être rendu avec une seule maison qui va être la résidence principale dans ce cas. Parfait. Maintenant, je vais rendre le cas un peu plus intéressant et plus difficile. Okay? Maintenant qu'on a compris le principe, je vais supposer que c'est pas vrai que la maison a été achetée ou construite en 2010. Je vais supposer que la maison a été achetée en 1960. Ok, alors ça va très loin. 1960. Donc, 1960, c'est loin. Alors, puis pourquoi j'ai pris ça? Parce que c'est pour partager avec vous que durant toute cette période-là, il y avait eu beaucoup de turbulences, beaucoup de choses s'est passé. Alors pour ça, je vais vous amener sur le tableau que j'ai préparé ici. Ça c'est l'évolution. Je peux appeler ça l'historique du gain en capital au Canada. Ça c'est l'historique. Donc moi je vous ai amené ici à 1960. Donc 1960. « 1960 à 1972, il n'y avait pas de gain capital, c'était zéro gain capital. Parfait.
Après, jusqu'à 1988, supposons qu'on est ici 1988, ici il y avait 50%. Donc, je vais le mettre avec une autre couleur. Ça, on était à 50%. 89, c'était un cas particulier, c'était les 2/3, on va dire 66%. Ensuite, de 1990 à 1998, 19, c'était 75%. Ensuite, en 2000, j'ai pas mis de taux parce que c'était une année où le taux a oscillé entre 75, 66, 50. Alors, c'est ça. Mais après 2000, donc on a repris et gardé jusqu'à date, en tout cas en 2024, à 50%. Donc, ça a toujours été 0, 50%, 50%. Quand je dis 50%, c'est la partie qui est imposée, c'est la moitié de ce qu'on gagne sur la vente de la maison, on va dire, au chalet. En fait, en tout cas, ça, le 50%, c'est le gain en capital en général. Mais moi, je suis dans le contexte d'une maison. Sinon, le gain en capital, ça peut aller à plusieurs choses. Ça peut être des maisons, des terrains, des actions, des biens, des tableaux. Ça peut générer plusieurs. Mais moi, je la traite dans le cas de résidence, des maisons. Et puis, effectivement, donc là, la maison, dans cette partie-là, ici, je peux mettre une date charnière, c'était 1982. Je n'ai pas voulu la mettre, mais je l'ai mis ici. Alors, 82. Alors, 82, c'était une année spéciale. Ici, on va supposer que si c'est 1982. Et puisque je parle dans le contexte de la résidence principale, alors, et ici, cette partie ici, là, de 1972 à 1982, on était vraiment gâtés. Parce que dans un couple, dans un ménage, en fait, la loi, ça parle d'un couple de sexe opposé. Parfois, il parle aussi d'un couple de même sexe. Mais en tout cas, de 1972 à 1982, le monsieur pouvait désigner la maison, par exemple, et puis la madame pouvait désigner le chalet. Ok, alors là, c'est vraiment ici, c'était une exception, peut-être parce que c'était une période d'apprivoisement, donc on a fait ça comme ça. Mais après le 82, il fallait vraiment désigner rien qu'un seul immeuble, une seule habitation plutôt, une seule habitation comme résidence principale. Et puis, sachez que ici, vous avez droit de désigner en même temps le chalet et en même temps la maison. Donc, on pouvait avoir pour une fois, on pouvait avoir le beurre et l'argent du beurre. Alors, donc, d'après moi, c'est ça. Je ne sais pas si j'ai rien oublié. Sinon, oui, comme je vous ai parlé, le gain en capital aussi, ça va, oui, au-delà d'une maison. Donc, si je vais quand même. Donc, supposons qu'il y a quelqu'un qui a un terrain. Ok, c'est quand même, j'ai vu que c'est très intéressant de partager avec vous cette information. Donc, c'est ça. Donc, supposons que quelqu'un qui a un terrain, ça c'est un terrain nu. Donc, il y a vraiment, c'est juste un terrain. Ok. Alors, il y a des mondes qui se posent la question. Alors,
on paye les taxes municipales et scolaires. Est-ce qu'on a le droit d'abord? On a le droit de déduire ces dépenses. Deuxièmement, là, la réponse est non, tout de suite. Mais vu qu'on ne peut pas les déduire, est-ce qu'on a le droit de les ajouter au prix d'achat du terrain? Admettons, le terrain a été acheté, on va dire, 100 000. Est-ce que chaque fois qu'on paye des dépenses, en général, c'est ce qui revient fréquemment, c'est les taxes municipales? La réponse est non. Mais il y a un cas où il y a un cas spécial où la réponse est oui, on peut. C'est le cas où, admettons, on commence à louer le terrain. Donc là, on commence à louer et on génère un revenu de location. Supposons le revenu de location, c'est $1 000. Et là, les taxes municipales, admettons, 3 000. Donc, j'ai pas assez de revenus pour déduire les 3 000, ce qui fait que j'ai une perte de 2 000. Alors, cette 2 000, il va augmenter mon PBR. PBR, c'est le prix d'achat. Grosso modo, c'est un peu, ça ressemble à ça, mais c'est le prix d'achat, c'est le PBR. Donc, c'est le seul cas, c'est l'année où je gagne un revenu, je peux déduire les dépenses. Et ça, c'est un cas très rare. Alors, c'était ça que je voulais partager avec vous. C'est quand même une vidéo qui, je pense que c'est pas trop long. Donc, si jamais quand même vous avez des remarques, vous avez des questionnements, n'hésitez pas à me contacter, soit sur mon téléphone qui s'affiche là, soit sur mon courriel ou directement sur les commentaires. Et puis, ça serait très apprécié aussi si vous avez des corrections. Vous pouvez toujours, comme je dis à la blague, mais c'est vrai, vous pouvez toujours me dire que non, je raconte n'importe quoi. Ça serait très apprécié aussi. Et puis aussi, si vous êtes rendu jusqu'ici à la fin de la vidéo, c'est parce que vous avez apprécié le contenu. Donc, je vous invite à s'abonner à cette chaîne et à aimer la chaîne. Et là, c'est pour vous abonner pour les gens qui ne savent pas. Ça se peut aussi. C'est ici sur donc l'écran, en bas de l'écran, à votre côté droit, là, si vous pouvez vous abonner. Sinon, comme je fais chaque fois, je vais mettre un petit quiz pour valider les connaissances que j'ai partagées avec vous. Et parfois, comme je dis toujours, c'est l'occasion pour moi de me rattraper. Si jamais j'ai oublié de dire une information, je la mets dans le quiz. Alors, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo et à une prochaine. Bye bye.